Aujourd'hui, on va parler de DDD ensemble, basé sur une expérience récente en clientèle. Je m'appelle Adrien Joly, c'est écrit là, et on va non seulement décrire qu'est-ce que ça veut dire DDD, comment ça marche dans les grandes lignes, et on va parler du retour d'expérience, de ce qu'on a appris en le mettant en place. D'abord, je vais commencer par me présenter. J'ai commencé comme développeur professionnel en 2006. Maintenant, je suis consultant craft chez Shodo, qui est une petite ESN à taille humaine. Donc, on est 50 et on duplique le modèle dans d'autres petites boîtes où on a un modèle plus ou moins solidaire, transparent, qui est rafraîchissant par rapport à ce qui se fait dans les autres ESN. Et j'ai travaillé majoritairement avec des startups ou des scale-up. Et actuellement, enfin, ce que je fais pour mes clients, c'est que j'aide les équipes de développement à produire du code utile et pérenne grâce à l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on regarde qu'est-ce qui pourrait être amélioré, que ce soit sur les pratiques techniques, donc le DDD en fait partie, même si c'est que technique, et la collaboration aussi, collaboration entre produits et développeurs par exemple, et même entre développeurs, y compris sur du code legacy. C'est-à-dire que souvent, j'interviens dans des boîtes qui ont quelques années d'existence et ils ont du code qui commence à leur faire peur. Donc, je leur montre qu'en fait, il y a des moyens de régler ça. Et à part ça, je suis aussi musicien. Je joue de la batterie dans 2 groupes de musique. Ça, c'est pour me défouler quand il y a des phases d'énervement au boulot qui arrivent parfois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler d'abord du contexte de la mission dans laquelle on a mis en place DDD. On va parler quel était le besoin du client. Et ensuite, on va présenter DDD. On va voir que c'est en 2 chapitres, la partie stratégique et la partie tactique. Et puis, on va regarder ensemble les tentatives qu'on a faites avec DDD, parce qu'on a vraiment fait à notre sauce. Et qu'est-ce qu'on a appris de ces tentatives? Puis quelques conseils que je vais vous donner qui seront beaucoup plus succincts, beaucoup plus synthétiques. Bon, je suppose que vous n'avez pas trop de questions pour l'instant. On va dérouler. Alors, le contexte. Donc là, on a 2 représentants du client en question qui sont au fond, Thibaut et Arnaud de chez Choose. C'est une jeune startup e-commerce qui a un peu moins de 5 ans. Le produit qu'ils développent en interne, c'est une app mobile, puisque c'est une application e-commerce de vente temporaire qui est mobile first, plus 3 back-office. Donc il y a un back-office de gestion interne pour mettre en place le catalogue, un back-office de support et un back-office pour les partenaires, donc les marques qui viennent vendre leurs produits sur la plateforme. L'équipe produit, quand je suis rentré au printemps 2001, elle était constituée de un product manager, un designer, enfin une designeuse pour être exact, et 2 développeurs, dont le CTO. Donc c'était une toute petite équipe. Et j'ai constaté assez vite que cette entreprise était très dynamique, avait des objectifs très ambitieux, et que le product manager avec qui j'avais bossé précédemment, d'ailleurs pour la petite histoire, était très exigeant. Je voyais qu'il voulait que tout soit parfait. Voilà. Et donc, ce qu'on constatait sur le terrain, c'est que le rythme de production était vraiment effréné dans l'équipe de développement. C'était tout le temps au taquet, quoi, et pas vraiment le temps de se reposer. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de tâches qui étaient faites manuellement. Des tâches opérationnelles, des tâches même liées au développement, sur le formatage du code, etc. Donc, je suis arrivé dans ce contexte-là en tant que consultant, en disant, bon, ben voilà, j'ai été appelé pour les aider à monter en compétence sur le code, mais en fait, il va y avoir d'autres sujets sur lesquels bosser. Parmi ces sujets, j'ai remarqué que il y avait une espèce d'exaspération entre le product manager et les développeurs, parce que beaucoup de fonctionnalités étaient en retard, elles étaient livrées plus tard que prévu. Et puis quand elles étaient livrées, il y avait souvent des surprises. Ah, mais le bouton ne devait pas être là, il devait être là. Et puis dans tel cas, il devrait se passer ci et pas ça. Donc il y avait vraiment plusieurs types de surprises qui arrivaient et qui créaient des tensions entre le product manager et les développeurs. Pour entrer un peu plus dans le détail de ces retards de livraison, il y a des surprises qui étaient d'ordre fonctionnel, c'est-à-dire que le product manager avait peut-être pas suffisamment décrit ce qu'il attendait et comment il allait recéter le travail des développeurs, ou qu'il n'avait peut-être pas pris suffisamment le temps de le décrire aux développeurs. Il y avait des surprises qui étaient d'ordre technique. Par exemple, on commence à coder une feature, on se dit « Oh, c'est bon, dans 2 semaines, c'est fait », puis on se rend compte qu'en fait, le code en question, c'est un gros legacy auquel on n'ose pas toucher, et dès qu'on touche un truc, ça pète. Donc ça, ça crée des retards aussi. Et après, il y a des retards qui sont d'ordre imprévu, qui sont souvent liés à l'environnement de production. Quand vous avez un incident technique où les utilisateurs ils peuvent plus acheter de produits, là on arrête de shipper, on s'arrête, on règle le problème en urgence. Donc ça c'est aussi un rayon de surprise qui crée du retard.
Pour entrer dans les choses un petit peu plus simples, les autres choses que j'ai constatées, c'était du code qui était de plus en plus difficile à maintenir, parce que forcément le scope fonctionnel et technique grandissait, des bugs de plus en plus nombreux et complexes à régler. Et comme je le mentionnais déjà en filigrane, le code legacy, c'est du code qui était un peu ancien et qui parfois peut faire peur pour le recrutement. C'est pas évident d'onboarder des nouveaux sur ce code. Donc voilà, ça c'est un peu la palette des problèmes que j'ai constatés et sur lesquels j'allais aider l'entreprise. Donc en gros, le besoin, ma mission, c'était de les aider à retrouver non seulement de l'efficacité dans la livraison de fonctionnalités, mais aussi de la confiance dans ce qui a été produit, ce qui a été mis en production. Et donc, le résultat de ça, c'est derrière de la sérénité, hein, de se sentir bien pour pouvoir shipper correctement. Et donc, ça veut dire qu'il fallait travailler sur le processus de développement, majoritairement. L'opportunité du DDD, parce que là, on en arrive quand même au sujet, mine de rien, c'est Choose avait prévu de lancer la boutique aux USA au printemps de cette année. Donc, les délais étaient très très courts. On a appris ça peut-être en fin d'année 2021. On avait très peu de temps pour le faire, sachant que pour l'instant, la plateforme e-commerce ne vendait que en France, un peu Belgique, un peu Espagne. Mais bon, c'était que de l'euro et je crois que tout était en français. Donc il fallait passer multi-devises, multilangues, passer avec des nouveaux processeurs de livraison et avoir un catalogue de clients qui ne sont pas les mêmes en France et aux US. Donc c'était vraiment un énorme big bang pour l'entreprise à ce moment-là. Et on a eu une fenêtre de 2 semaines. L'équipe produit, dans sa générosité, nous dit bon, on vous donne pas de nouvelles features à faire pendant 2 semaines. Prenez le temps de nettoyer avant d'internationaliser le panier. Commençons par ça. Parce que le panier, c'est l'expérience d'achat des clients. Donc là, c'est là que je suis intervenu. Je dis, ils étaient sur le point de réécrire le panier en mode au feeling, quoi. J'ai fait non, on va structurer, on va éviter de refaire un panier qui va ressembler à l'ancien, sinon ça sert à rien. Et je leur ai dit, moi j'ai été formé sur une technique qui s'appelle DDD. On peut peut-être essayer de se faire la main là-dessus avant de passer sur l'internalisation. Et donc faisons-le en DDD tactique. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi je dis tactique ici. Est-ce qu'il y a assez des questions à ce stade sur le contexte, les besoins? Ça va? Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le DDD, c'est quoi? Donc ça veut dire Domain Driven Design. Ça a été introduit dans un livre écrit par Eric Evans en 2003, que je n'ai pas lu. Full disclaimer, je ne l'ai pas lu, j'ai juste beaucoup de documentation autour. L'objectif, en fait, de ce livre, c'est de créer un alignement entre les équipes de développement et les équipes métiers, donc ce qu'on appelle le domaine métier, donc de recréer ce lien. Et en créant ce lien, on va vouloir retirer de l'ambiguïté qui se niche très facilement au sein des discussions, de la communication, des documents concrets. Et l'objectif de ça, en enlevant l'ambiguïté, on enlève de la surprise. On enlève du décalage entre ce qu'on livre et ce que les gens s'attendaient à ce qu'on livre. Je me suis dit que c'était un outil qui était probablement approprié vu le contexte. Donc les deux grands chapitres, c'est le stratégique, où on va voir des frises comme ça, on va rentrer dans le détail de comment ça marche. Le but du stratégique, c'est avoir un vocabulaire commun entre les experts métiers et les développeurs et de faire cette frise qui sert à illustrer des processus métiers. Qu'est-ce qui peut se passer dans notre métier? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on automatise? Et le tactique, qui est la partie qui est plus pour les développeurs, qui est en gros comment j'arrange mon code pour mettre en pratique ce que j'ai appris ici et de manière à ce que ce soit le plus pérenne possible et le plus facile aussi à modifier. On va commencer par le stratégique. Et j'ai commencé par les témoignages d'équipiers de chez Choose qui ont accepté de mettre ce qu'ils en ont retenu. Donc ici, on a Gwenaëlle qui est product manager chez Choose depuis quelques mois. Et elle, ce qu'elle a retenu du DDD stratégique, c'est qu'elle a aimé le fait d'avoir un vocabulaire commun. Donc elle souffrait du fait qu'il y ait de l'ambiguïté dans les mots choisis. Et le fait de d'écrire les problématiques ensemble. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension du projet. Et notamment quand on a fait intervenir des personnes qui ne sont ni produits ni dev, parce que par exemple, vous allez le voir tout à l'heure, on a fait intervenir par exemple la responsable finance de Choose, un atelier. Ça a permis de bien sentir où est la complexité, à la fois du point de vue des développeurs, mais aussi à la fois du point de vue du métier, en l'occurrence de la finance. On se rend compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Donc ça crée aussi de l'empathie entre équipes, ce qui est plutôt simple. Alors, les objectifs du DDD stratégique, c'est, je vous le disais, un vocabulaire commun,
et une modélisation de processus par domaine. Le vocabulaire commun, je vais vous donner un exemple de choses qu'on a découvertes en faisant cet exercice. On s'est par exemple rendu compte que on utilisait le mot produit. Le mot produit voulait dire des choses différentes selon le contexte. Par exemple, quand on parle d'un produit dans un catalogue de produits, un produit il peut avoir un prix, son prix il peut évoluer. Par contre, quand on parle d'un produit, quand il est dans le panier d'un client ou d'une cliente, là c'est différent. Parce que quand vous avez facturé le panier, vous pouvez plus changer le prix du produit. Et quand vous voulez générer la facture, il ne faut pas se caler sur le prix du produit à l'instant T, qui est sur le catalogue. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une petite nuance qui n'était pas très claire et qu'on a dû rendre très claire. En fait. C'est hyper important pour le code qu'on allait produire derrière. Et la deuxième phase, le modèle de processus, on va voir ensemble, en fait, ça c'est des post-it normalement, ça a été retranscrit sur informatique, mais ce sont des post-it qui ont été collés et écrits collectivement. On va voir comment ça marche. Le but en sortie de cet exercice, ça va être de modéliser notre domaine métier sous forme d'événements, de commandes et de ce qu'on appelle des agrégats, ce qui va derrière nous servir à l'automatiser et donc à implémenter. Pour ça, on va créer un atelier qui s'appelle l'Event Storming, qui va réunir des développeurs, des représentants produits et des experts métiers. Et c'est là qu'on va constituer le vocabulaire et la frise. Toujours dans l'objectif de réduire l'ambiguïté. À quoi ça ressemble un event storming? Ça ressemble à plusieurs personnes qui sont debout autour d'un tableau blanc ou d'un grand mur. Il faut vraiment qu'on ait de la place parce que la frise, elle peut très, très rapidement grandir. Et on va venir coller des post-it. D'accord? Sauf qu'il y a quelques règles à respecter. Donc là, je vous le disais rapidement, ici, on avait le responsable finance de Choose qui était là. On a Thibaut ici présent, le CTO de Choose. Julien, qui est un collègue de chez Shodo, qui était facilitateur. Parce que moi, j'avais jamais facilité. Je me sentais pas du tout avoir les épaules pour le faire ma première fois. Et on avait aussi d'autres développeurs et designers qui étaient présents à cet événement. Alors, qu'est-ce qu'on met comme post-it dans cet exercice? En fait, on va commencer par des post-it orange qui servent à dire les événements qui peuvent se passer dans mon domaine. Les post-it bleus, on va les mettre après. C'est pour déterminer quelles sont les commandes faites par des humains, probablement, par des systèmes, qui vont en fait initier ces événements. Et ensuite, on ajoutera les acteurs. Donc, qui est le déclencheur de cet événement? Mais l'étape, pas la plus importante, mais qui est quand même très importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est définir un objectif et un périmètre à l'event storming. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez modéliser? Si vous dites, je veux modéliser toutes Cheers, préparez-vous à passer 2 semaines dans la même salle avec tout le monde, ça va être un enfer, les gens vont se démotiver. Donc non, il faut choisir une problématique, un domaine. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Comment les factures sont-elles constituées en fonction des actions effectuées par les clients? Ça, c'est un périmètre qui est très clair et qui est limité et qui est raisonnable. C'est-à-dire que ça, on peut travailler pendant 3-4 heures sur un event storming et avoir une sortie qui est complètement honorable qu'on peut ensuite implémenter. Si vous prenez un scope trop gros, bah, votre réunion, elle va prendre beaucoup de temps. Donc, par exemple, on va mettre des post-it orange, les fameux événements. Vous voyez qu'à chaque fois, j'utilise ce temps-là, cette forme-là pour les post-it, c'est voulu en fait. On parle au passif. On dit un achat a été effectué. Une commande a été annulée. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de notion de sujet, d'accord? On ne sait pas d'où ça vient, de qui, etc. On parle juste d'un événement qui peut se passer dans ce domaine. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va plutôt penser en commande. Donc on dit l'achat a été effectué puisque quelqu'un a confirmé l'achat. Donc on a validé le panier, on a procédé au paiement, etc. La commande a été annulée parce que la cliente ou le client a demandé d'annuler la commande. Alors ça peut paraître redondant, mais ça va être assez utile parce que parfois on n'aura pas du one-to-one entre les oranges et les bleus. Et enfin, on vient rajouter derrière nos acteurs. Donc là en l'occurrence, c'est le client ou la cliente qui va annuler la commande. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a ce pronom on qui est remplaçable par à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est une source d'ambiguïté hyper importante. Ça permet de vraiment clarifier. Donc dans l'event storming, il y a peut-être entre 8 et 10 types de post-it différents. Personnellement, je les ai jamais tous utilisés. Même mes confrères ils me disent que souvent, c'est pas nécessaire. Je vais quand même en présenter d'autres plus. Les post-it violets, ils sont intéressants parce que c'est des règles de gestion. Par exemple, nous, chez Choose, le cashback a été rajouté il y a peu de temps. Le cashback donc permet d'avoir des crédits qui vous sont alloués quelques jours ou semaines plus tard après un achat pour réacheter sur la plateforme. Et quand vous achetez un produit et que vous profitez de votre crédit de cashback et que derrière vous demandez un remboursement,
Qu'est-ce qui se passe? On en fait quoi de ce cashback? On le rembourse au client? On le remet dans du crédit? On l'annule? Voilà. Ça, si ces questions-là se posent et que personne n'est capable d'y répondre pendant un event storming, vous allez mettre un post-it rouge qui veut dire, OK, là, il y a un point de friction, on n'a pas trouvé notre réponse, c'est un peu un tout doux, quoi. C'est un peu un commentaire tout doux dans la frise. Et pour en finir avec les règles de gestion, alors là, ici, c'est plus un contexte qu'une règle, mais dans les post-it violets, vous allez plus dire, voilà, dans tel cas, on est censé faire ça. C'est l'application d'une règle métier, en fait. C'est comme un if en code, si on veut faire l'analogie. Voilà, là, on clôt la partie stratégique. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie stratégique avant qu'on passe aux tactiques? Moi, j'en ai une. Combien de temps il faut espérer pour former en fait une équipe de développement, enfin une équipe tech produit en fait, vu qu'on va former globalement développeurs et product. C'est en 2-3 sessions, c'est bouclé, ou en fait va falloir faire X ateliers avant d'espérer vraiment en tirer des gros avantages. Sur le stratégique? Ouais. Alors, à mon avis, peut-être que mes confrères ne seront pas d'accord, ils me diront, à mon avis, il n'y a pas besoin de les former. En fait, le gros avantage de l'exercice de l'event storming, c'est que on vient comme on est, on n'a pas besoin d'avoir de prérequis particuliers, à condition que ce soit bien facilité, animé. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas le faire au début. J'étais formé pour, mais je préférais que ce soit un confrère qui était plus expérimenté, qui le fasse. Néanmoins, il l'a fait une fois avec l'entreprise. Non seulement le client voulait le refaire l'exercice sur d'autres domaines, et moi, quand j'ai vu en gros comment ça se passait, je me suis dit que maintenant je me sens capable de faire la facilitation, donc l'animation de l'atelier. Donc pour moi, la courbe d'apprentissage à ce stade, elle est quasi inexistante, à condition que ce soit quelqu'un qui sache le faire et vienne animer une ou deux sessions. Cette phase-là, on va voir que la partie tactique, elle est un peu plus compliquée. J'enchaîne parce que j'ai le micro, je vous le fais passer après. Est-ce qu'on peut revenir sur 2 slides avant où il y avait les 4, ouais, ou non, celle d'après, voilà, très bien, celle-ci. À ce niveau-là, est-ce que tu nous recommandes de faire tous les cas possibles, c'est-à-dire la commande est annulée, on a annulé la commande, mais peut-être qu'il y a eu un problème tech qui a fait que ça a bugué en fin de produit. Voilà, c'est pas forcément le client. Et du coup, d'avoir toute l'arborescence avant, donc de la raison et de la personne. Et pareil, les raisons après, cashback utilisé, qu'est-ce qu'on en fait, et d'avoir tous les cas après, et comment ça se matérialise, parce que ça peut vite devenir énorme. En termes de visualisation, est-ce que tu nous encourages à découper? Comment on fait du coup pour les réunir? Enfin voilà, un peu tout ça derrière. Alors, est-ce qu'il faut mettre tout? Si c'est des événements métiers, oui. Et effectivement, si tu mets tous les événements métiers de ton domaine, bah, ça va devenir très gros, ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans une salle avec un très grand mur. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au périmètre que tu vas choisir. Si tu prends un périmètre trop grand, ton mur sera pas assez grand. Par contre, tu parlais aussi de cas techniques. Et par exemple, je sais pas moi, tu pensais peut-être à le serveur est down, des choses comme ça. Ça, je suis pas sûr que ce soit des événements vraiment métiers. C'est plus des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc ça, j'aurais tendance à les exclure. Bah, normalement, un problème technique, c'est quelque chose qui est imprévu et qui forcément va avoir des impacts. La question, c'est est-ce que c'est ton métier que de trouver un plan B quand il y a ça? Généralement, la réponse est non. Si demain, AWS et Google Cloud sont down, alors je sais pas sur quoi vous êtes hébergé chez Cheers, mais il y a plein de business qui vont tomber et on peut rien faire, en fait. Ça relève pas de notre domaine. Ça revient du métier de l'hébergement et de l'infrastructure. Donc, on n'y peut rien. Alors là, malheureusement, j'ai que les exemples qu'il y a dans la slide, donc vous les avez tous vus. Par contre, ouais, effectivement, je crois savoir ce que tu veux dire. Il y a des moments où parfois il va y avoir des boucles ou des choses comme ça. Nous, on s'autorisait à faire des rappels. C'est-à-dire que parfois, on mettait une étiquette bleue, où on disait, bah, appliquer la commande machin qui a été définie plus haut dans l'arbre. Typiquement, pardon, je rebondis là-dessus, après je passe le micro, mais ça me fait penser au service Blueprint. Je sais pas si ça te parle comme matrice qui est, il y a ça ressemble entre guillemets avec qu'est-ce qui se passe côté client, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, ou qu'est-ce que ça impacte côté business. Il y a la ligne côté beaucoup plus back, c'est-à-dire vraiment technique. Donc là, tu me dis, il faut pas spécialement l'avoir, mais du coup, tous les impacts entre business et front, j'allais te demander, quelles sont les différences avec le service Blueprint, mais du coup, Je ne sais pas. à creuser. Ok, ça marche.
Peut-être que Marek aura plus d'éléments dessus tout à l'heure, vu que c'est une méthode un petit peu qui intègre un peu plus la technique. Je pense qu'il aura sûrement des éléments de réponse pour toi. Ouais, donc j'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé des équipes concernées par cette phase. En fait, moi, je pense, je sais pas, mais est-ce que tu mets vraiment les techs dans cette phase-là? Parce que bon, c'est tellement très intéressant, mais ça peut être aussi assez confusing. C'est-à-dire que moi, d'expérience, quand j'arrive avec une fonctionnalité mal définie, puisque là, on est en phase de conception, hein, donc on est en phase de conception, donc on ne sait pas encore le résultat. Quand c'est mal défini, je pense qu'il ne faut pas mettre de confusion dans la tête des gens qui vont vraiment faire derrière. On arrive avec un travail plutôt abouti. Une fois qu'on a réfléchi, qu'on a enlevé les hypothèses qui ne vont pas aller, une fois qu'on a trouvé la solution, on dit voilà, là on peut présenter aux équipes qui vont le faire. Voilà ce qu'on a, voilà ce que le résultat de notre réflexion, quoi. Est-ce que c'est pas prématuré de les mettre dans cette phase? Alors oui, sauf que parfois les développeurs ils vont débusquer des cas auxquels les experts métiers n'ont pas pensé. Il va dire et s'il y a ça et qu'il s'est passé ça avant, on est censé faire quoi? Et là il va ouais, j'avais pas pensé à ça. Hop, et c'est là où on remplit la frise. En fait, je pense que les développeurs, il faut l'utiliser comme des fins limiers qui sont capables justement de voir tous les petits edge cases auxquels ils vont être confrontés, parce qu'à un moment donné, c'est nous, en tant que développeurs, quand on écrit notre code, l'ambiguïté, elle disparaît de fait. On prend des décisions, même parfois sans se rendre compte. Donc, c'est ça, pour moi, l'avantage d'avoir les développeurs, c'est que ils vont débusquer des cas auxquels les experts métiers auront peut-être oublié ou pas pensé. Pour moi, oui, je suis d'accord. Mais après, c'est le travail d'un bon product de débusquer tous les edge cases, etc. Normalement. Ouais, enfin, après, un bon product, personne n'est parfait, hein. Non, c'est en travaillant en plusieurs qu'on trouve plus de choses possibles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est juste pour, voilà. Et si on les met dans la démarche dès le début en leur disant, vous êtes en conception, là, surtout, vous ne codez pas pour l'instant. Ah oui, il faut surtout pas coder, là, on est d'accord, hein. D'ailleurs, on parle pas de technique, hein. On parle que de métier, hein. C'est que du fonctionnel, ça. Ok, super. Une petite question qui va compléter la précédente. La constitution de l'équipe, combien de personnes, quel type de profil, le nombre de personnes à pas dépasser, est-ce que tu as des tips à partager sur les bonnes pratiques? J'ai appliqué l'idée que dans une seule entreprise pour l'instant, donc je me garderai de donner des conseils. Nous, on les a appliqués, on avait quoi, 2-3 développeurs à chaque fois, un product manager ou deux, et une ou deux personnes du métier. Et ça dépendait vraiment des cas. Je pense qu'il faut pas être plus, je pense qu'à 8, j'ai le sentiment qu'à 8, ça commence à être bordélique. Pardonnez le terme, mais ouais, ça risque d'être compliqué. Donc il faut que ça reste petite échelle en termes de nombre de personnes. Et il faut pas que, à mon avis, il y ait une écrasante majorité de développeurs ou une écrasante majorité de métiers. Il faut que ce soit équilibré. Et là, en l'occurrence, quand je dis développeurs, j'inclus peut-être, ça dépend aussi des product managers. Est-ce qu'ils sont plus techniques ou est-ce qu'ils sont plus fonctionnels? Ça va aussi peser dans la balance. Il faut qu'il y ait un équilibre, en fait. Mais voilà, j'ai pas malheureusement de critères plus précis à donner. Je vais peut-être poursuivre avec la présentation ou pas? J'ai une petite dernière question de quelqu'un à distance. Justement, est-ce que on peut faire ce genre d'atelier avec des remoteurs ou en full remote? Si oui, avec quels outils? Alors, on peut, en théorie, avec des outils comme comment il s'appelait, Thibaut, tu te souviens le nom de l'outil qu'on a utilisé pour les Miro? Je te remercie. Donc avec des outils comme Miro, tu peux collaborer sur des post-it virtuels, donc oui. Par contre, mon formateur qui est confrère chez Shodo, il m'a dit moi quand on me propose de faire un remote en animateur, je dis non. Parce que j'estime que ça amène beaucoup de complexité, c'est trop facile pour les gens de défocus et de faire autre chose, alors que là, il demande vraiment une présence à 100%, il dit je l'ai fait le plus court possible. Par contre, il faut que les gens soient au taquet tout le long, quoi. Et en remote, c'est trop facile de décrocher. Et puis, il y a le côté aussi tactile d'avoir les possibles, pouvoir les manipuler facilement, voir ce que tout le monde fait au même moment, avoir la big picture, ce qui n'est pas toujours évident sur un écran. Donc, ouais, en théorie, c'est pratique, c'est possible. Et voilà. Et par j'ai entendu la recommandation contraire. Ne le faites pas, faites-le en physique. Si possible. Ok, merci. D'autres questions? Merci pour vos questions. On va passer sur le tactique. Deuxième chapitre du DDD, qui est souvent celui qui est le plus connu des développeurs. Donc là, ça tombe bien, on va commencer par un témoignage de développeur de chez Choose. Et Arnaud,
qui dit on a une structure. L'avantage du tactique, c'est que ça permet de mettre en place une structure commune pour chaque domaine, ce qui facilite la lecture et la compréhension du code. En gros, ça homogénise notre façon d'écrire du code. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça le rend plus lisible et donc plus facilement maintenable. Deuxième chose, c'est un side effect intéressant qui existe aussi dans l'architecture hexagonale ou clean, c'est que on va écrire du code qui va être beaucoup plus facilement testable par des tests automatisés. On va voir pourquoi tout à l'heure. Séverin, qui est développeur historique chez Choose, dit que ça lui a permis d'itérer plus rapidement sur le développement de fonctionnalités, le fait de le faire en tactique. Et un peu comme disait Arnaud, ça nous donnait des guidelines de fait sur le style et la méthode au sein de la codebase. Comment est-ce qu'on écrit des classes ou pas, comment on nomme nos fonctions, etc. La méthode nous a guidés pour faire du code qui soit homogène. Chose à surveiller, la verbosité. C'est sûr que ça va ramener un petit peu de lourdeur dans le code, parce que souvent les développeurs n'aiment pas. Et là, c'est voulu et ça a un intérêt. Mais bon, c'est quand même ressenti. Et enfin, Thibaut, qui a aussi rajouté quelques retours d'expérience, ça permet de rendre les règles métiers beaucoup plus explicites, lisibles et maintenables. Donc le jour où les règles métiers changent, c'est plus facile de les changer dans le code. L'intégration plus rapide des nouveaux membres de l'équipe de développement. Quand le code est plus lisible, c'est plus facile de les onboarder dans la codebase. Par contre, à surveiller la courbe d'apprentissage, en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut savoir avant de faire ça correctement, notamment avoir des notions solides en programmation en objet, connaître les règles solides, etc. Nous, par exemple, chez Choose, ça travaillait en TypeScript avec des gens qui n'avaient pas forcément un background de computer science hyper universitaire, on va dire. Donc, mine de rien, il a fallu les faire monter en compétence sur l'APO et sur Solid. Et tout ça, on l'a fait en même temps. Enfin, on en reparle plus tard, mais donc ouais, il y a pas mal de choses à apprendre. Et du coup, parfois, on peut se sentir pas légitime d'écrire du code parce qu'on dit je sais pas si je le mets au bon endroit mon code. Je maîtrise pas suffisamment les règles. Donc, il peut y avoir un petit doute qui crée de la latence au moment de coder. Au début, en tout cas. Et par ailleurs, en fait, on va le voir, la structuration qui est quand même une certaine rigidité par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, ça peut rendre moins évident l'optimisation de requêtes base de données. Par exemple, avant, quand vous saviez que dans certains use cases, il fallait récupérer un truc là-bas, faire une jointure un petit peu optimisée, là, quand vous utilisez les patterns de DTT tactiques, vous pourrez peut-être pas coupler ces deux requêtes. Parce que justement, on va essayer de découpler autant que possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en DDD tactique? La première attente, c'est qu'on veut garantir la cohérence des états. Donc, on ne veut pas avoir des aberrations de données en fait qui apparaissent dans l'applicatif. La deuxième, c'est qu'on va vouloir séparer la logique métier et l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on veut que si les règles métiers changent, ça n'a rien à voir avec quelle est la version de notre base de données. Et inversement, si on change la version de la base de données, ça ne devrait avoir zéro impact sur les règles métiers. C'est pour ça que c'est inspiré, en tout cas sur la partie architecturale, de ce qu'on appelle l'architecture hexa ou la clean architecture, qui sont en fait très similaires les deux. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que tout ce qui est infrastructure, donc c'est-à-dire les appels, les requêtes en base de données, les appels d'API externes, on va les injecter en fait à l'instanciation de ce qu'on appelle les use cases, donc ce qui est la logique métier. C'est-à-dire que la logique métier, elle va pas directement faire des requêtes SQL, elle va parler via des interfaces qui vont être implémentées pour la couche d'infrastructure. Et enfin, une fois qu'on a nos use cases auxquels on a injecté la couche d'infrastructure, on va pouvoir injecter ces use cases dans l'entrée du système, donc dans les API, REST, GraphQL ou autre. Donc ça, c'est les grandes lignes. On va essayer d'illustrer ça. En gros, imaginez vos règles métiers, elles sont dans une espèce d'hexagone comme ça. Et ça, c'est un peu votre château, quoi. C'est votre château business. Et dedans, vous avez vos règles métiers qui sont protégées. C'est que de la logique métier là-dedans. Il n'y a pas de requête SQL, par exemple. Et pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, on va avoir deux couches d'interface. Une interface en entrée que va pouvoir invoquer vos API REST, GraphQL ou autre, en appelant des use cases. Et une interface en sortie qui va être définie par le domaine et qui va dire, moi, j'ai besoin de stocker des paniers, stocker des produits, récupérer des paniers, récupérer des produits. Il n'a pas besoin de savoir comment c'est fait. Il va dire, j'ai juste besoin d'une fonction je lui passe ça comme paramètre et elle me retourne ça. Après, au moment de m'instancier, tu me donneras une implémentation concrète. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la SPI, c'est Service Provider Interface. Et donc cette SPI, elle va être implémentée par une couche de persistance. Souvent, c'est ce qu'on appelle des adaptateurs. Donc c'est ça le code qui va permettre de communiquer avec la DB ou API externe ou autre.
qu'est-ce qu'on va définir? Alors, je vais essayer de passer un peu vite là-dessus. On va définir ce qu'on appelle des entités. Les entités, ce sont des objets métiers qui ont un cycle de vie et donc qui va avoir une identification propre. Par exemple, un produit, il a un cycle de vie puisque son prix peut changer. Donc, c'est une entité. Les agrégats, c'est des super entités. C'est les seules entités qui ont le droit d'être persistées et récupérées en base de données. Donc, on va parfois composer plusieurs entités. Par exemple, vous pouvez dire qu'un panier, ça compose plusieurs articles de panier. Donc, le seul truc que vous allez persister, c'est le panier. C'est pas les articles de panier. Les articles de panier, ils vont faire partie du panier, en fait. Et enfin, alors je mets une petite étoile sur celle-là, seuls les use cases, donc les cas d'usage, peuvent solliciter l'infrastructure. C'est-à-dire que vous pouvez pas, depuis vos entités, dire « Ah tiens, je vais stocker vite fait un truc en DB ». Non, ça c'est interdit. Il n'y a que vos cas d'usage, donc la partie la plus haute de l'iceberg du domaine, qui va avoir le droit de récupérer en DB, stocker en DB, etc. On va faire des petits schémas pour que ça nous parle un petit peu plus en tant que développeur. Donc là, ce qu'on va regarder, donc là, on a toujours notre hexagone métier qui est ici. On va commencer par regarder à quoi ça ressemble une entité, comment on les compose, à quoi ressemblent les use cases, et à quoi ressemblent nos différentes interfaces, en commençant par la API, les adapteurs qui correspondent, et ensuite l'API externe qui permet d'invoquer notre système. Exemple d'entité, on va avoir notre panier avec son ID, éventuellement les codes de réduction, le prix total, etc., qui va être composé de plusieurs articles de panier, qui lui aussi est une entité parce qu'il a son propre cycle de vie et avec un identifiant. C'est un choix que j'ai fait ici, c'est peut-être pas le meilleur, mais voilà. En tout cas, vous pouvez avoir des cycles de vie dans les entités qui sont composées dans l'agrégat. Les use cases, on va en imaginer deux, ajouter un article dans un panier et voir consulter le panier pour qu'on puisse afficher au client ou à la cliente la liste d'éléments qu'il y a dans son panier et le prix. Donc ça, nos shopping use case, ça va être une classe, typiquement avec des méthodes. Et ces méthodes, elles vont manipuler des instances de classe carte et de classe carte item. Voilà ce qu'elles vont faire, ces use cases. Mais pas seulement. Ils ont aussi besoin d'invoquer la DB. Parce que quand vous dites get summary, ça veut dire qu'il faut faire un appel en DB. Donc, nos use cases, ils vont appeler via une interface des fonctions de persistance. Donc l'interface ici, c'est ce qu'on appelle la SPI, Service Provider Interface. Donc ici, on va introduire ce qu'on appelle un cart repository, donc je ne sais même pas comment on dit en français, un dépôt, je crois que c'est un dépôt de panier avec ces méthodes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce découpage-là, on va l'implémenter. On va lui dire, nous, on est avec Postgres, donc on va faire une implémentation du panier adapteur qui va implémenter ces deux méthodes pour Postgres avec des requêtes SQL. Et oui, ces adapteurs, ils vont instancier nos classes d'entités pour pouvoir les retourner au domaine. Donc ça, c'était la partie droite de l'hexagone. Maintenant, on va voir la partie gauche. Donc là, vous avez votre serveur HTTP, REST, GraphQL, whatever, qui va appeler vos différents use cases. Donc ça va juste être un appel et parfois un petit peu de traduction parce que ce que vous mettez dans le body de votre requête, c'est pas forcément ce que vous voulez envoyer tel quel au domaine. Vous allez sûrement faire un petit peu de traduction pour parler le même langage que votre classe de use case. Un petit diagramme de séquence pour que vous voyez comment ça se passe en réalité. Votre serveur REST, il va instancier d'abord les adaptateurs, donc tout ce qui est couche de persistance, implémentation concrète. Ensuite, il va instancier les use cases en lui passant la couche de persistance, pour brancher les blocs entre eux. Et ensuite, quand vous recevez, là, ça a plutôt été un post qu'un get, mais imaginons que un client demande d'ajouter un élément au panier. Le serveur va appeler le use case va invoquer des fonctions de persistance et faire tourner sa logique métier sur la base de ce qui a été récupéré dans la base. Donc c'est là qu'elle va faire ses calculs de total, prix total, en calculant les discounts et compagnie. Ça reste vraiment dans l'hexagone. Je vais peut-être, parce que je crois que le temps avance vite, il est déjà 1h30. Ou alors peut-être on se garde une ou deux questions qui sont urgentes, si vous en avez sur le tactique. Ouais, on a un micro. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui se passe si le panier est modifié entre le fetch du panier et le save? Globalement, comment gérer les problèmes de concurrence d'accès quand on utilise ce genre de pattern où on a la partie base de données qui est déléguée à un adaptateur dont on se préoccupe pas trop côté use case? Justement, parfois, on a envie de garantir que personne n'a tripoté le panier entre-temps. Comment est-ce qu'on règle ce genre de problème? Est-ce que tu as des tips? Alors, il y a plusieurs possibilités.
soit c'est pas grave, il y a des cas où tu supposes, bah, tant pis, il s'est passé entre les mains du filet. Soit c'est une exigence métier que de garantir que le prix n'a pas bougé tant qu'il y a une transaction. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu as un modèle de transaction à implémenter dans ta couche métier. Donc ce sera à toi de mettre un sémaphore ou équivalent dans ta couche métier. Faut dire, voilà, si jamais je veux modifier quelque chose, je m'assure qu'il n'y a personne qui est sur le point d'aller lire l'information. Et dans ce cas-là, tu prévois un message d'erreur ou autre qui est un cas prévu, un cas métier qui normalement doit être dans ton diagramme tout à l'heure. Ok, donc la transaction qui est normalement pour la base de données un problème technique devient un problème métier. Ben, si ton use case il est constitué de plusieurs opérations de persistance qui doivent être faites en un bloc, j'ai envie de te dire oui. Par contre, si ta transaction elle s'opère juste au niveau de l'appel de une fonction d'adapteur, là tu peux utiliser des transactions SQL classiques. Par contre, s'il y a les cross opérations, ça veut dire qu'il va falloir gérer ta transaction au niveau domaine, au niveau métier. Tant mieux s'il n'y a pas. On continue du coup. Tentative d'apprentissage. Alors, on l'a fait de manière expérimentale avec les moyens qu'on avait. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'opportunité des 2 semaines qui était très 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 court. Donc on a fait que du tactique pour la refonte du panier. Alors, au début, on l'a fait sans modélisation de domaine puisqu'on a fait que du tactique. Et là, ce qui est bien quelque part, c'est que l'équipe, les développeurs ont dit en fait, ça pouvait paraître un overhead de prendre le temps de réfléchir à la modélisation, mais en vrai, on s'allait vachement plus vite si on avait eu la modélisation. Parce que comme on ne l'avait pas eu, on a dû réécrire plusieurs fois, donc tout jeter, tout refaire. Et ça fait perdre énormément de temps et c'est très frustrant pour les développeurs. Donc c'est eux-mêmes qu'on dit la prochaine fois, on le fait pas sans faire de modélisation. Donc c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on les a convaincus d'ouvrir une réunion, ce qui généralement est assez difficile entre nous développeurs. Deuxième étape, on s'est dit, maintenant on fait de la modélisation en stratégique, hein, c'est assumé. Donc on s'est dit, là, on va retaper la facturation. Modélisation des DD, on invite la responsable finance de la boîte, on retape la facturation. Mais là, on s'est rendu compte qu'au final, notre graphe il était tellement compliqué à la fin que c'était un trop gros chantier de tout implémenter. Donc on s'est rendu compte que notre cadre il était beaucoup trop vague. D'où le fait que j'ai insisté lourdement tout à l'heure sur la formulation du périmètre. Ensuite, si jamais le DDD vous le faites pour refondre une fonctionnalité qui existe déjà, vous voulez réécrire, alors très bien. Par contre, gardez en tête qu'il y a des choses en plus à savoir. C'est que qui dit refonte dit que vous allez être biaisé par l'ancienne version. Donc ça, faut garder ça en tête. Donc ayez des garde-fous, ça peut être quelqu'un d'extérieur ou autre, pour pas retomber dans les pièges de l'ancienne. Et pensez aussi en amont au basculement. C'est-à-dire que vous avez un panier version 1 et un gestion de panier version 2. À quel moment la prod, elle va être sur la version 2? Comment vous savez si le version 2 il est prêt pour remplacer la version 1? Donc ça, c'est bien de le prévoir en avant. Ça vous aidera aussi à faire la conception. Alors, au rayon des bonnes nouvelles, et ça ressemble au témoignage qu'on a vu en début de présentation. Quand on a conçu peut-être 2-3 fonctionnalités en DDD depuis, donc c'était pas des refontes, c'était des nouvelles fonctionnalités, et on a eu beaucoup moins de surprises entre produits et développeurs. Donc, tout le monde était soulagé. On a respecté les délais, la qualité était au rendez-vous. Dès qu'il y avait des ajustements, ça allait vite. Donc là, unanimement, les développeurs et le produit étaient très contents d'être passés par DDD. Pour ce qui est de la partie tactique, vous l'avez vu aussi dans les témoignages, qui dit et code écrit en DDD tactique, c'est que c'est beaucoup plus facile à maintenir. Les règles métiers sont séparées de l'infrastructure, donc il y a moins de code spaghetti de fait. Il y a plus de verbosité, mais il y a moins de spaghetti. C'est plus facile à manipuler. Alors, il s'est passé un truc intéressant sur la fin de ma mission chez Choose, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, que une des choses qu'ils ont été menés à faire via la partie stratégique, c'est de vraiment travailler en plus étroite collaboration entre back-end et front-end et produits. Quand ils développaient une nouvelle feature, pour se mettre d'accord, notamment sur le contrat d'interface entre le front et le back. Tu parles de contrat d'API? Ouais. OpenAPI. Là, en l'occurrence, ouais, on faisait du GraphQL, donc c'était en gros définir les mutations et les queries GraphQL. Ils se sont rendus compte que de toute façon, c'était hyper important de faire ça, et voire même que dans certains cas, ça pouvait suffire. On n'avait pas besoin de faire l'event storming, et que en vrai, se mettre dans une salle avec développeur front, développeur back et produit, quand on avait bien sûr une bonne compréhension fonctionnelle, hein, ça c'est la précondition. Et quand cette connaissance fonctionnelle, elle est vraiment admise, juste focaliser sur les contrats d'interface, ça peut faire le taf. Et ce qui est bien avec le fait d'avoir commencé par le DDD, c'est que ça a permis de sensibiliser les développeurs sur le fait que c'est hyper important d'avoir ces échanges en amont
et pas juste attendre qu'on nous pop un ticket à implémenter. Donc ça, on en vient au conseil qui s'appuie sur ces retours d'expérience. Première chose, c'est une chose que je regrette de ne pas avoir fait chez Choose, c'est de mesurer. Je vous ai dit au début qu'il y avait pas mal de retards, de surprises, de machin, sauf que là, j'ai rien, je peux pas vous donner de pourcentage, de nombre, j'ai rien mesuré. Donc je peux pas vous donner l'avant-après, malheureusement. Donc, si c'était à refaire, je ferais ça. Donc je vous invite vraiment à le faire pour savoir si DDD est bien pour vous, DDD ou autre méthode d'ailleurs. Hein. Commencez par mesurer les anomalies que vous voulez défaire. Comme ça, vous pourrez voir l'impact qu'a eu telle ou telle méthodologie, voir si c'est si positif que ça ou pas. Concrètement, c'est quoi ton tip, que ce soit en termes d'outils, de récurrence, pour mesurer ça? Faut en parler en rétro, faut en parler dans les DSM. Ça va vraiment dépendre du contexte, mais ouais, il faut. En fait, ça dépend de qu'est-ce que tu as qualifié d'anomalie déjà. Est-ce que c'est des retards? Si c'est des retards de livraison de produits, le product manager, ça serait sûrement très bien au courant des retards. Donc peut-être qu'il suffira de lui demander. Si on parle d'anomalies en prod, ce sera plus les développeurs ou les personnes infra qui sont le plus au courant. Donc après, si vous avez déjà un système de ticketing, genre vous avez du Jira ou du machin, peut-être qu'il y a déjà la data quelque part. Par contre, si elle n'existe pas, il faut commencer à la traquer d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai pas de conseil, ça dépend vraiment de la manière de bosser de chacun. Et là, sur l'exemple dont tu parles, même si tu n'as rien mesuré, a posteriori, tu aurais choisi quel KPI? Là, j'aurais calculé. Idéalement, ce que j'aurais aimé, c'était le temps par développeur, par l'équipe de développement, passé à corriger des bugs. Et potentiellement, ouais, le différentiel entre date de livraison estimée et date de livraison concrète de chaque fonctionnalité. Donc le nombre de jours de retard, grosso modo. Parce que, ouais, je pense que c'est les deux principales métriques que j'aurais eu tendance à mesurer. D'accord, mais du coup, pour la deuxième, il n'y a pas vraiment de comparaison avant-après, du coup, puisque c'est plus sur ce qui est la partie prédictive. Quand tu dis partie prédictive, schéma 1, schéma 2, j'ai pas trop. Je parlais de livraison des fonctionnalités. Hein. Donc, Ouais. le product, par exemple, le product dit demain on sort la fonctionnalité cashback. Ça fait 3 mois que ça fait mettons 2 sprints que vous bossez dessus. En 2 sprints, elle devrait être faite. Si c'est les développeurs qui disent ça va nous prendre 2 sprints. Ouais. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que ça a vraiment été mis en production de manière fonctionnelle au bout du sprint ou est-ce que ça a mis plus. Mais avec le DDD, du coup. Sans et avec. Tout l'intérêt, c'est de faire le différentiel, en fait. C'est de voir, avant, en moyenne, on avait 2 sprints de retard sur la livraison de feature. Et depuis qu'on fait du DDD, on a un demi-sprint de retard sur la livraison de feature. Voire 0. Ou voire on en avance. Ok, merci beaucoup. J'ai une question à distance. Pourquoi autant insister sur le paradigme objet, la PO, en particulier avec le TypeScript? Alors, normalement, en n'ayant pas lu le bouquin, je suis un peu en difficulté, mais normalement, c'est pas fortement lié à la PO, mais je pense que l'auteur et les personnes qui ont écrit la littérature à ce sujet venaient sûrement du monde Java ou .NET, et donc ça reste très fortement teinté de PO. Donc, est-ce que c'est un prérequis? J'ai envie de dire pas forcément, à condition que tu peux garantir que tout ce qu'on appelle les invariants, donc tout ce qui est règles métiers, elles sont garanties par le code. Une manière de le garantir en PEO, c'est l'encapsulation. Tu fais une classe, tu as des getters et des setters qui conviennent à des use cases, et tu as des règles qui vont s'appliquer, qui vont péter des exceptions si jamais tu es dans un cas qui ne devrait pas exister. Si tu fais que des fonctions qui s'appellent les unes les autres, comment tu garantis que ces invariantes sont effectuées? Je sais qu'il y a une approche fonctionnelle qui est similaire au DDD, c'est le Functional Core Imperative, j'ai oublié le nom. C'est un truc comme ça, qui est fait pour les langages fonctionnels. Et on pourrait dire que JavaScript et TypeScript sont en quelque sorte, ils ont des éléments fonctionnels, donc on pourrait tenter, et ça a aussi ses limites. Par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte au cours de l'application d'une règle métier que finalement j'ai besoin d'interroger une DB. En fait, si on fait du functional core, on est obligé de tout savoir au début, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'interroger. On peut pas, au milieu d'un traitement, dire finalement j'ai besoin de ça aussi. Donc peut-être qu'il existe des techniques, mais je n'ai pas encore vu ces techniques. Ok. Donc voilà, est-ce que c'est obligé vers le fonctionnel justement. Ouais. Peut-être que ça vaut le coup de regarder Functional Core, Imperative, j'ai oublié. Est-ce que Mohamed, tu te souviens comment on dit? Shell. Imperative Shell.
je recommande d'aller surveiller cette pratique-là, qui est un peu la cousine de DDD, en tout cas sur la partie tactique. Ok, merci. Allez, il reste plus que 4 conseils, et après on clôt. Troisième conseil, faites-vous accompagner. Comme j'ai appliqué à moi-même ce conseil, moi je me sentais pas suffisamment en confiance pour animer le premier event storming. Le fait d'avoir un expert qui en avait fait un paquet, qui a animé cet event storming, ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur comment on s'y prend, de pas tomber dans les pièges, et aussi de répondre à pas mal de questions techniques, mine de rien, des développeurs. Genre, est-ce que c'est OK que mon entité fasse un appel DB, ce genre de choses. D'avoir quelqu'un qui connaît, souvent la réponse c'est it depends, hein. Mais bon, au moins on sait comment prendre des décisions, donc c'est hyper rassurant. Quitte à après lâcher du lest et dire c'est bon, on a compris le principe et maintenant on se débrouille. Conseil numéro 4, commencez pas sur un truc gros et complexe. Faites-vous la main sur une petite fonctionnalité, si possible quelque chose de nouveau, donc pas une refonte. Ce sera plus simple en fait pour appréhender à la fois la partie stratégique, à la fois la partie tactique. Vous irez moins dans un mur. Et une fois que vous êtes en confiance là-dessus, là, vous pouvez commencer à tacler des plus gros projets. Ceci dit, je l'ai pas mentionné dans le slide, mais si vous êtes confronté à une fonctionnalité qui est extrêmement simple fonctionnellement, ça peut être overkill de faire du DDD. Donc, il faut qu'il y ait quand même un minimum de complexité. Sinon, ça vaut pas le coup. Et prenez pas la plus complexe de toutes, quoi. Commencez par un truc qui est relativement accessible. Si jamais vous vous lancez dans une refonte en DDD, prévoyez en avance le moyen de basculer de l'ancienne version à la nouvelle version. Nous, par exemple, quand on a fait la transition de panier, on voulait garantir que les montants, donc l'addition, qu'est-ce que le client paye à la fin, soit le même quand on utilise les routines du panier version 1 et si on utilise celle du panier version 2. Donc, on a dû le faire après. Donc, on a mis en place un système qui nous notifie. Donc, ils aient tourné le même use case sur les deux routines, comparer le total. Et si jamais il y avait un différentiel, on était pingé et ça nous faisait des cas de tests à aller investiguer et à corriger. Parfois, on s'est rendu compte que le panier V1 était faux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le DDD nous a permis de mieux respecter nos règles métiers. Ou parfois, c'était des bugs dans notre implémentation du version 2 qu'il faut corriger avant de basculer. Et enfin, c'est aussi ce qu'on a fait à la fin, adapter la manière de co-concevoir. Peut-être que DDD, ça vous a permis de recréer du lien là où il en manquait. Peut-être que ça vous a permis de prendre conscience de petits pièges que vous n'aviez pas vus avant ou d'aligner votre vocabulaire. Une fois que vous avez pris conscience de ça et que vous avez su le mettre, l'adapter à votre façon de travailler, vous n'avez pas besoin d'être forcément DDD compliant à 100%. Donc, c'est OK de le personnaliser à partir du moment où il y a toujours ce lien entre fonctionnel et technique, qu'on enlève l'ambiguïté et que derrière, ça a bien les finalités voulues, qui sont qu'il y ait moins de surprises, moins de retard, et que quand il y a des choses qui changent, ce soit facile à changer, que ce soit l'infrastructure ou que ce soit la logique métier. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il va rester quelques minutes si vous avez d'autres questions. Je suis joignable sur Twitter, @AdrienJoly, et par mail, évidemment, adrien.joly@shodo.io. Merci à toutes et à tous. Bonjour, moi j'ai une petite question, merci pour la présentation. Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas besoin de prérequis dans le DDD stratégique. On mettait tout le monde dans la même salle à condition d'avoir un facilitateur formé. Quid du DDD tactique? C'est quoi justement les prérequis pour l'équipe technique, pour potentiellement le tech lead? Je vois qu'il y a l'event sourcing derrière tout ça, les notions de commande et tout ça, donc c'est quoi les compétences, les prérequis et éventuellement le coût de formation, ce que vous avez expérimenté au niveau des compétences de l'équipe. Alors d'abord, effectivement, l'event sourcing peut être parfois invoqué quand on fait du DDD tactique, mais pas forcément. En fait, le mot commande qu'on emploie ici, il peut servir à faire de l'event sourcing, mais nous, par exemple, on n'en a pas fait à ce stade et on n'a pas eu besoin. Et d'ailleurs, le conseil que j'ai eu de mon confrère qui m'avait formé en DDD, c'était de dire ne mets pas tout de suite, te mets pas tout de suite dans le grand bain avec des millions de techniques compliquées tant qu'il n'y en a pas besoin. Donc non, c'est pas un prérequis. Je pense que ça peut venir plus tard. Si tu as plusieurs domaines que tu as modélisés en DDD et implémentés en DDD, il se peut qu'effectivement, tu aies des commandes qui vont être cross-domaine. Et là, ça va peut-être être intéressant, effectivement, de commencer à penser en termes d'event sourcing. Et tant que c'est pas le cas,
ton domaine B, tu peux toujours considérer que c'est comme la couche de comment on appelle ça, de persistance de ton domaine A. En fait, il y a des tricks qui te permettent quand même de faire de la communication interdomaine sans forcément invoquer les vents de source. Donc ça, c'était pour le petit élément de fin de question. Pour ce qui est des prérequis, bah, comme je disais tout à l'heure, si tu veux le faire dans la manière où tu le vois plus dans la littérature liée au DDD, c'est-à-dire en programmation orientée à objet, je pense que c'est utile de le préciser, surtout quand en JavaScript et en TypeScript, on n'est pas forcément habitué à en faire, contrairement à Java ou .NET. Bah, je pense que c'est un prérequis. Ne pas avoir peur d'une classe, comprendre le concept d'encapsulation, comprendre le concept d'interface et d'implémentation d'interface, comprendre le concept d'injection de dépendance aussi, qui est très très utilisé en archi hexagonal. Savoir tester, parce que là j'ai pas parlé de test, mais en vrai, c'est d'ailleurs un des gros avantages de faire du tactique et de séparer la logique métier de l'infrastructure, c'est que toute ta logique métier elle va être testable, mais hyper facilement. Et que tu n'as plus besoin de faire des mocks pour ta DB, pour tes API, puisqu'elles ne sont pas invoquées directement par le code métier. En fait, quand tu vas écrire tes tests, tu vas instancier des use cases et tu vas leur passer une fausse fonction save panier, quoi, ou fetch panier. Une fonction bidon qui va juste être surveillée par ton test. Et ça s'arrête là. Donc ça, là, non seulement il va être plus facile à écrire tes tests, et ils vont être vachement plus rapides à s'exécuter, puisque t'as pas d'appel réseau, t'as pas de I/O, t'as pas de mocking, etc. Donc j'ajouterai à la liste que c'est bien de savoir tester, ou alors vous allez challenger au moment où vous allez passer en tactique, parce que si vous n'écrivez pas de test automatisé, ça va rendre l'exercice un peu moins judicieux. Voilà, ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, on dirait que ça a été traité pendant l'appel. Si vous voulez, vous pouvez élargir un petit peu, même au-delà du DDD, hein, si vous souhaitez, si vous êtes curieux sur d'autres choses. Et sinon, on s'arrête là et on fait une pause. C'est bon à distance ou des questions? Moi, j'ai peut-être une question. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Ouais. C'est une question semi-troll, mais est-ce qu'il y a des moments où finalement on s'est rendu compte que le DDD, bah, c'était trop des exemples de, en fait, dans le DDD, là, c'est trop complexe, trop coûteux, trop plein de choses pour ce qu'on est en train de faire? Ou est-ce que ça s'applique finalement à n'importe quoi? Est-ce que c'est un bénéfice tout le temps ou il y a des limitations? Non. Je parle ça, je suis convaincu, moi, on l'utilise beaucoup, donc j'adore ça, mais ouais. Okay. Voilà, quelles sont les limites finalement d'applicabilité de ce système? Alors, de mon point de vue, j'ai pas eu ce sentiment-là de l'usage qu'on en a fait. Par contre, je serais curieux d'avoir l'avis de Arnaud et de Thibaut, ici présents. Est-ce qu'il y a eu des cas où vous vous êtes dit c'était too much, c'était un peu, on n'avait pas besoin d'aller aussi loin, quoi? Non, je crois pas. Non. Tu peux y aller, vas-y. Tout s'est très bien passé. C'était exceptionnel. Ce fut un franc succès, voilà. Bon, voilà, en tout cas pour l'instant, tant mieux, hein, pourvu que ça dure. Mais comme je le disais, effectivement, il y a des cas où ça peut être trop. Par exemple, si demain tu fais, je sais pas moi, un service qui sert à récupérer tes factures EDF, si les factures elles sont déjà hébergées quelque part en PDF, elles sont prêtes à être télécharger, il faut juste gérer l'authentification, vérifier que l'ID correspond. Ça, tu fais prendre DDD, tu fais un bon vieux CRUD, c'est parce que c'est tellement simple que là, ce serait overkill de faire du DDD. Par contre, dans les cas où on l'a implémenté, je pense que c'était des cas qui n'étaient pas si simples que ça. Gestion de panier, gestion du cashback, voilà, il y a eu d'autres sujets comme ça, qui sont des domaines où il y a pas mal de règles métiers qui s'appliquent. Et c'est là que c'est intéressant de faire du DDD, c'est quand il y a beaucoup de règles métiers. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Est-ce que ça répond? Merci. Je crois qu'il a dit oui, on n'a pas entendu, mais. Ouais, j'ai entendu aussi. Juste, voilà, maintenant que tu as présenté la méthode, c'est quoi les côtés obscurs, les choses, les mauvais côtés de ça a l'air tout positif, là, mais il y a quelques difficultés, quand même, qui doivent se produire. Et c'est, par exemple, qu'est-ce que ça empêche de faire après, ou est-ce qu'on est dans un corner, enfin, voilà. Bah, je suis tenté de répondre par les témoignages de mes collègues en clientèle, qui étaient ça va t'amener de la verbosité dans le code. Ça, voilà, c'est un side effect qui est quand même important.
je l'ai mentionné aussi en répondant aux questions, c'est pour moi, ça a très peu d'intérêt de faire ça sans test automatisé. Je sais qu'il y a des développeurs qui n'aiment pas écrire des tests automatisés. Bon, bah là, bad news, il va falloir. Il y a eu des questions d'optimisation. Alors, il y a des solutions, mais en fait, comme toute bonne pratique, parfois, il faut savoir jouer avec les règles. Il y a des cas où la performance va être hyper critique. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut accepter de violer quelques règles. Mais il faut le faire en connaissance de cause. On sait que on fait ce compromis-là, ça va amener tel risque, mais on est prêt à les prendre parce que ça en vaut la peine. Autre difficulté, je l'ai évoqué aussi, c'est la courbe d'apprentissage éventuelle, notamment si c'est des développeurs qui n'ont pas l'habitude de faire d'APO, qui ne maîtrisent pas l'injection de dépendance, qui sont pas à l'aise avec les interfaces ou choses comme ça. Donc là, ça peut être un point pas négatif, mais qui peut être difficile pour les équipes à intégrer. Ça peut aussi être difficile. Alors moi, j'ai pas été confronté à ça, mais je crois que j'ai certains confrères chez Shodo qui l'ont été. C'est que parfois, les développeurs, ils ont envie de faire ça, mais ils trouvent pas d'expert métier. Personne veut accorder du temps pour faire des frises de post-it. Alors nous, on a eu de la chance, on n'a pas du tout été confronté à ça. On a même eu l'effet contraire, c'est-à-dire que les experts métiers de chez Choose étaient ravis d'avoir participé au truc et ils se disaient, mais il faudrait qu'on en fasse plus. Parce que ça permet d'avoir vraiment une visibilité pour tout le monde, hein. Pour le métier, le fonctionnel, les développeurs, de la complexité de ce qu'on manipule. Parce qu'on a tendance à l'oublier des fois, hein. On répond à des tickets, des clients qui sont pas contents, nanana, on gère des bailés. Et c'est quand même hyper sain d'avoir une cartographie de, OK, le métier qu'on fait, c'est tout ça. Il y a des sous-cas partout, des fois, il y a des merdes qui arrivent là, il faut qu'on sache comment réagir à ces trucs-là. Il faut pas improviser à chaque fois, quoi. Donc, voilà, et malheureusement, j'ai pas plus d'idées que ça de points négatifs pour l'instant. Et je pense que les plus gros points négatifs, ils seraient si c'était appliqué dans le mauvais contexte. Typiquement, téléchargement de facture EDF, je pense pas que ça vaille un DDD. Je pense que ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. Merci. Encore une question? Merci. Ouais, une petite question. Là, on a parlé des compétences dev et surtout dev back, j'imagine. Est-ce qu'il y a un impact dans le DDD tactique sur le dev front et qu'est-ce que c'est? Alors, le premier impact dont je peux te parler, c'est, on a parlé tout à l'heure sur ce que j'appelais les contrats d'interface. Donc, on parlait concrètement le contrat d'API entre back et front. Donc là, ça a indirectement impacté parce que ça a forcé cette discussion sur se mettre d'accord sur quelles étaient les API, quelles étaient les requêtes possibles, les paramètres attendus, etc. D'ailleurs, un des conseils, je sais pas si ça appartient à un DDD ou pas, mais je pense que c'est lié, c'était d'éviter d'avoir une requête qui s'appelle get panier et set panier. Parce que set panier, en fait, tu sais pas pourquoi il est set, par qui il est set, et du coup, tu sais pas quelle règle de métier devrait s'appliquer ou ne devrait pas s'appliquer. Donc, tu risques d'avoir un code de ta méthode set qui va être du spaghetti. Donc, recommandation sur ce sujet-là, ce serait de dire faire un point d'entrée par use case. Donc, plutôt que de faire un set panier, tu vas faire un add coupon code. Tu vois, là, ta modification, elle sert juste à ajouter un code de réduction. Elle ne sert pas à changer autre chose. Donc, ça va être un add item. Alors que si tu fais un set panier, tu vas faire un truc qui va être gigantesque, qui peut modifier la terre entière et ça peut même créer des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est un conseil très pratique, mais que je donnerai là-dessus. Après, pour ce qui est du DDD applicable au front, j'en sais rien parce que j'étais très décorrélé du front et je me décorrèle de plus en plus du front. Je suis très très back. J'ai tendance à penser, je fais partie de l'école qui pense que la logique métier devrait être surtout dans le back et que le front devrait être plutôt consommateur et trigger de use case. Après, tout le monde ne pense pas pareil. J'ai vu des articles passer disant que certains appliquaient du DDD tactique en front. Ça ne paraît pas délirant dans certains cas. Et je ne saurais pas te donner plus d'infos là-dessus, malheureusement. Merci. Un peu. Quand on a essayé de mettre du DDD, nous, dans le côté back, on a eu des problèmes de leak de responsabilité, notamment des repositories qui faisaient du code métier par des nouveaux arrivants dans le code. Est-ce que il y a un accompagnement qui est prévu sur le fait que quelque chose qu'on veut mettre en place devienne pérenne et qu'en fait le code soit de plus en plus de qualité? Si j'ai bien compris, il y a eu du code historique qui s'est retrouvé appelé par le nouveau. Non, il y a des nouveaux repositories ou des nouvelles manières de faire on voulait faire l'architecture diagonale. Ouais. Et des nouvelles features se sont retrouvées mal implémentées.
parce que les développeurs qui étaient dessus étaient mal formés dessus. Ah ouais. Et parce qu'ils voulaient le faire, en fait. L'attente, Ils c'était que pensaient ce soit bien fait le en faire. DDD ou en archi-exa, et en fait, Ouais. au final, ils l'ont pas. Ben, ça, alors ça va être une réponse assez classique, hein, un peu passe-partout, mais oui, il y a peut-être un besoin de formation pour les faire rentrer, leur expliquer comment ça marche l'exa ou le DDD. Cette formation peut se faire soit de manière traditionnelle avec un prof qui explique ou des ateliers, des choses comme ça, soit elle peut se faire aussi de pair à pair. Je sais que nous, chez Shodo particulièrement, on encourage énormément le pair programming, voire le ensemble programming, où on est plus de 2 développeurs autour d'un ordi. Ça a été un vecteur de transmission de connaissances qui a été hyper efficace. Parce que quand on écrit une classe, bah, typiquement, voilà, je suis développeur, j'écris ma classe avec mon interface injectable. Bah, l'autre développeur, il va me dire pourquoi tu fais ça, c'est compliqué, on peut faire plus simple. Et là, c'est là que l'opportunité, elle apparaît. C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension de l'autre personne, et il y a une personne qui, en tout cas, pense savoir quoi faire, et elle va devoir expliquer la démarche. Elle dit, ben, je fais ça, par exemple, pour répondre à cette question, elle dirait, bah, l'interface, elle me permet déjà de garantir qu'on n'a pas de SQL dans le code métier. Et par ailleurs, elle me permet de tester le code métier sans avoir à moquer la terre entière, à avoir une fausse DB, une fausse truc, une fausse machin. Donc une fois que la transmission se passe comme ça, normalement, la montée en compétence, elle devrait arriver assez vite. C'est-à-dire que non seulement ils vont se former, mais en plus, ils vont comprendre pourquoi on travaille comme ça. Ils vont voir les intérêts. Ils vont pas juste de manière dogmatique, ah, j'ai vu un tuto sur Internet, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. On a tel problème, on a telle exigence. Voilà comment on s'y prend en termes de guidelines d'un équipe pour cocher ces cases-là, et faisons-le ensemble. C'est pour ça que j'aurais tendance à encourager à fond le pair programming. Et en à côté, c'est un truc qu'on a fait chez Choose aussi. On passe pas mal de temps. Chaque semaine, on se réunit avec toute l'équipe back-end et on pose ensemble les règles qu'on aimerait se voir être appliquées dans la code base back. Et c'est là, par exemple, c'est le genre de moment où on se dit, on va choisir ensemble nos règles ESLint, par exemple. On va dire, bah tiens, faire des fonctions de plus de 6 paramètres, on veut plus tolérer. Ça, après, ça appartient à chaque équipe de décider ça, mais ça peut être un bon moment et c'est un truc qu'on a fait aussi, d'écrire des guidelines un peu plus précises de comment je modélise mes entités, mes agrégats sur les nouvelles fonctionnalités. Et on a fini par converger sur un document qui décrit justement ça, qui est une sorte de guide de comment faire du DDD chez Choose. Donc les gens qui bossent, notamment pour les personnes qui sont en remote et qui n'ont pas l'habitude d'être au contact de l'équipe, ça leur permet d'avoir un référentiel sur lequel ils peuvent s'appuyer pour les aider à faire les choses correctement. Et puis après, le dernier rempart, c'est la code review. Et bon, il faut espérer que le développeur n'ait pas bossé en mode tunnel pendant 2 semaines, sinon ça va faire mal. La dernière? C'est pas une question, c'est juste une remarque que tu as dit, tu n'avais pas lu DDD. Il y a un bouquin qui s'appelle DDD Quickly, qui a une version short. Enfin, je dis pour tout le monde, parce que le bouquin de DDD, il est assez gros. Si ça vous intéresse, c'est une bonne manière d'avoir pas mal d'infos qui viennent du bouquin et les infos les plus importantes et que ça vous prenne pas 3 ans. Voilà. Très bon conseil. Je l'ai lu partiellement, mais les parties que j'ai lues, c'était facile de rentrer dedans. Merci pour la suggestion. Et on s'arrête là, je suppose? Une dernière? Vas-y. C'est votre pause, hein. Dernière petite question. Est-ce que, en tant que consultant, le DDD, c'est un peu devenu ton mantra ou tu utilises, parce que je sais que quand on découvre une méthode, on y va à fond. Est-ce que c'est quelque chose qui couvre un petit peu qui peut couvrir, que tu peux dégainer, entre guillemets, à chaque cas que tu rencontres, ou tu as aussi d'autres outils à ta disposition? En fait, ma question un peu sous-jacente derrière, c'est que j'ai l'impression que quand le périmètre est bien identifié, ça marche super bien, parce que finalement, c'est le truc un peu le plus dur à définir, mais une fois que ça s'est fait, il faut mettre... faut juste dérouler, entre guillemets. Moi, la question, c'est dans un univers déjà un peu complexe, un peu mature, où il y a beaucoup de choses, est-ce que c'est toujours l'outil, le bon outil, quoi? Comment tu sais qu'il est mature? Je dis mature, ça peut être où il y a déjà beaucoup de choses et il y a déjà beaucoup de complexité, des choses enchevêtrées les unes aux autres en termes de bases de données, de classes, etc. Ah, donc tu veux dire, si on a un code où il y a beaucoup de complexité, est-ce que ça vaut le coup de mettre du DDD? Ouais, et à quel point ça peut être un bon outil pour justement continuer à construire, Alors, ça, quoi.
Pour répondre à ta première question, oui, c'est une carte que je peux jouer. Est-ce que je l'appliquerai partout? Non. Parce que ça dépend du problème que tu veux résoudre. Les problèmes que j'ai voulu résoudre, ils étaient indiqués sur les premiers slides. J'ai commencé ma mission au printemps 2021. On a commencé à faire du DDD au début d'année 2022. Et pendant les 3 quarts de l'année, on a fait tout sauf du DDD. On a fait plein d'autres choses. Donc, je pense pas que c'est une solution qui réponde à tous les problèmes. C'est un des outils possibles dans certains cas, quand la boîte est prête et quand ça répond à ces problèmes à elle. Il en existe d'autres. J'ai parlé tout à l'heure de comment il s'appelle, Functional Core Imperative Shell, qui est une autre manière d'adresser le truc. L'archi-hexa, c'est une sous-partie qui est employée dans le DDD, mais qui peut être utilisée de manière isolée aussi, sans faire tout le reste. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est si jamais le problème est que on ship en retard ou on ship pas le bon produit, ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre le fonctionnel et le technique. Et DDD est une manière de le faire. Il y a d'autres manières de le faire. Peu importe la technique, du moment qu'il y a prise de connaissance du problème et qu'il y a de trouver une technique adaptée. Et pour répondre à la question du code un peu complexe, donc je suppose que c'est un code legacy qui fonctionne, hein, c'est souvent le cas du code legacy, hein, il est en production, il rapporte de l'argent à ses propriétaires. Généralement, les problèmes qui vont se poser avec le legacy, c'est intégration des nouveaux équipiers, ça va prendre des mois et des mois. C'est je corrige un bug, c'est à cause d'un autre bug, parce qu'il y a du couplage. Et ça peut être que il y a une nouvelle fonctionnalité à ajouter et personne ne veut la faire parce qu'ils savent que ce code-là il est dégueulasse, personne ne veut y toucher. En fait, si tu as ces 3 symptômes qui apparaissent, ça veut dire que peut-être qu'il faut commencer à considérer une manière différente de faire. DDD est une manière, il y en a d'autres, mais à mon avis, ça vaut le coup de commencer à réfléchir à faire de la remédiation de legacy. Donc, en tout cas, sur les nouvelles fonctionnalités, dire désormais on va arrêter de faire comme on faisait avant, on va s'y prendre différemment. Ok. Merci. Je t'en prie. Je suis désolé, je fais timekeeper. On va s'arrêter là pour la première presse et du coup, un quart d'heure. Donc, on reprend à 11h20, si ça vous va. À toutes.